Tous et bienvenue sur Niptech, Niptech 463. Nous sommes le 21 novembre 2024. Si, comme moi, vous habitez sur des chemins enneigés, eh bien, bravo d'être rentré à la maison parce que c'était assez intense, en tout cas ici en Suisse, où nous sommes tous les trois. Qui sont ces trois? Moi, c'est Ben. Et je suis, comme depuis maintenant tellement d'années que j'arrive même pas à dire combien ça en fait, avec Mike. Comment vas-tu, Mike? Je vais très bien, plaisir. Et quand je t'entends, et bienvenue dans Deep Tech, cette espèce de volonté comme ça, on sent que tu as de l'énergie et ça fait plaisir. Est-ce que c'est parce que la neige arrive? À savoir que c'est vrai que les pistes ouvrent ce samedi dans certaines stations suisses. Donc, le Suisse, ça commence à lui grouiller. La Suissesse, ça commence à vraiment lui faire mal aux pieds parce qu'il sait qu'il va aller skier. Donc voilà, pas faire de ski en hiver en Suisse, c'est un peu se faire monumentalement chier. Donc, je pense Eh oui, que, et comme toi, c'est et mon cas. C'est mon cas, mais on va demander à quelqu'un qui est aussi là depuis beaucoup de temps s'il fait du ski et comment il va. Baptiste, d'abord, comment vas-tu? Première question dans l'ordre. Salut Ben, salut Mike, ça va bien. Je suis resté en télétravail aujourd'hui parce que je me suis dit, ah, va y avoir de la neige, il faut rester, enfin bref. Mais non, ça va bien, ça me met dans une bonne humeur, je sais pas, la neige c'est cool, c'est toujours un peu ce truc d'enfant. Parce qu'on disait, on est dans la région où il y en a quand même, donc c'est pas tellement un événement et c'est pas la fin du monde, mais il y en a suffisamment rarement pour que ça fasse plaisir quand il y en a. Donc, non, voilà, donc sinon ça va et bien. voilà. Est-ce que tu vas prendre, est-ce que tu vas être sur les pistes à Davos? Parce que bon, quand on est dans Ouais, le c'est le truc milieu du coin de Davos, bancaire, ouais. évidemment, on va dans les grandes stations type Davos, surtout pour les Zurichois. Donc, est-ce qu'on va te retrouver à Davos ce week-end? Saint-Moritz. Saint-Moritz. Non, je Calme. skie un petit peu, mais pas beaucoup, tu vois, raisonnablement. Donc non, je vais pas être le premier sur les pistes le week-end prochain. OK. Bon, de toute manière, avec l'hélicoptère, tu es C'est ça, tu vite es en haut, vite. vite en bas, quoi, comme on aime. Mmh. Bref, en tout cas, on parlerait volontiers encore plus de tout ça, mais on a, plein de news quand même, qui sont arrivées parce que, voilà, on est, pas hyper à cheval sur notre rythme, ces derniers temps. C'est pas grave, on a quand même beaucoup de choses à partager et d'ailleurs, le 1er truc, à dire, c'est qu'il y a quand même eu, après on va parler de podcast, mais il y a quand même eu une élection aux États-Unis. Alors, si vous êtes comme nous, vous allez dire: «Ah non, 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 si vous parlez de ces élections, je me barre». On va pas faire long, mais on est quand même, point de vue tech, quand même obligé de passer 2 secondes dessus et surtout, vous savez que je suis fonctionnaire, de parler de la menace existentielle, pour les fonctionnaires américains et du cri du cœur, Solidarité. du fonctionnaire, voilà, qui inquiet. Et le fonctionnaire est inquiet partout, pas qu'aux États-Unis, parce qu'ils ont toujours 5 ans d'avance. Donc on n'a plus que 5 ans et 5 ans pour nous, c'est même pas demain, c'est ce soir, quoi. Donc, bon, Mike, c'est toi qui as posté ça, qui a regardé un petit peu comment ça se passait à la Silicon Valley, qui était plutôt, pour une fois, à soutenir un candidat Oui. républicain, ce qui n'était pas arrivé depuis un moment. Alors, qu'est-ce qu'ils en disent? Ils sont contents? Oui, oui, ils sont contents. C'est vrai qu'on en a pas mal parlé un petit peu, hein. On disait ben, qu'il y avait certains pontes de la Silicon Valley, dont Andreessen Horowitz et 16Z et tout ça, qui en avaient clairement parlé sur leur podcast, qui se sont clairement exprimés en expliquant les raisons pourquoi ils soutenaient Donald Trump. C'était pour des raisons purement économiques, hein. Ce n'était pas pour voilà, le personnage ou autre. C'était vraiment économique où ils pensaient que voilà, il allait faire du bien à la tech. Alors, c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de gens qui expliquaient pourquoi, ou comme pourquoi un Elon Musk, il avait tout misé sur le Parti républicain. Ben, finalement, je pense que c'est assez simple. C'est qu'ils avaient beaucoup à gagner si Trump gagnait et peu à perdre si les démocrates gagnaient. Parce que finalement, un démocrate, même si tu gagnes, il ne va pas te mettre en prison. Donc, tu pouvais ouvrir ta tronche et dire ce que tu voulais. Et c'est vrai que bah, ils ont choisi le bon cheval. Et la question, hors d'avoir choisi le bon cheval, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour la Silicon Valley? Parce qu'à l'intérieur, tu as quand même un vice-président, J.D. Vance, qui vient du monde de la tech, hein, qui a été un VC, qui a été vraiment une personne de la Silicon Valley, soutenue par Peter Thiel et d'autres, mais qui est quand même un peu anti-big tech, c'est-à-dire qui veut quand même légiférer des Google, des Amazon, des Microsoft, enfin peut-être on enlève Microsoft, on met Facebook et autres dedans, et qui voudrait quand même légiférer. Donc, il y a une espèce de momentum qui est, oui, on va peut-être avoir plus de business, mais la big tech semble quand même qu'elle va aller être réglementée. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ouais, ce que je trouve intéressant, c'est que, ben, voilà, maintenant qu'on arrive post-élection, on arrive dans les moments où tout va devenir un peu plus nuancé. On n'est plus dans les campagnes, effectivement. Je pense qu'une question, c'est ça et je pense qu'effectivement, si on est big tech, ils doivent se dire: «Bon, ça va quand même être un peu chaud», mais je pense qu'ils pensent qu'ils vont pas être une priorité. Donc c'est à mon avis là où ils se disent: «Effectivement, on va profil bas et puis ça va bien se passer». L'autre truc qu'on entend beaucoup, c'est la question des merger and acquisitions. Est-ce qu'ils vont enfin pouvoir commencer à racheter des sociétés? Là, il y a pas mal de doutes. J'ai trouvé l'épisode de All In où il parle de ça, qui est le dernier, hein, ce podcast dont on parle souvent, assez intéressant à ce niveau-là, où il y a quand même des doutes que ça change grand-chose aussi parce que bah, c'est une question de marché et puis que ça ne va pas changer du tout au tout. Donc, à mon avis, le pari, c'était de se dire, bon, de toute manière, c'est un peu comme Wall Street et tout ça, on va plus être dans les populaires, mais quitte à pas être dans les populaires, autant, toi, être copain, un peu profil bas, un peu ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, on l'avait dit, hein, c'est que, combien de temps ça va durer les prises de position politiques? Est-ce que c'était 7 fois, où c'est sorti beaucoup plus ou est-ce que ça va devenir une habitude? Ouais. Bref, toi, Baptiste, tu suis tout ça, également? Ouais, je suis tout ça comme un peu tout le monde. De près ou de loin, ça dépend comment tout est relatif, je dirais. Non, mais je suis d'accord avec ton avis qu'on ne sait pas encore exactement l'impact que ça va avoir. Parce que bah, les nominations ne sont pas encore claires, on est encore loin du moment où Trump va prendre office, donc c'est pas hyper clair. Mais effectivement, cette question des mergers and acquisitions, c'est un peu celle qui est centrale, et c'est aussi celle où il y a où il y a le plus d'incertitudes parce que justement, il y a eu un peu des positions différentes où d'un côté, les gens espèrent que bah, c'est des républicains, ils vont laisser faire un peu plus. Lina Khan, elle est quand même très à gauche. Mais d'un autre côté, où tu as le nouveau vice-président qui a dit qu'il encourageait Lina Khan. Donc, c'est dur à savoir dans quelle direction les choses vont aller. Ouais. En tout cas, ouais, vas-y, Mike. Non, mais n'oublions pas de dire que voilà, cette élection, c'est Trump avant tout. Je veux dire, oui, il a peut-être des sbires à côté, mais c'est quand même lui qui va décider. Et c'est clair qu'il est pro-business. Donc, pro-business dit toujours mieux pour la Silicon Valley. C'est ça qu'il le disait. Après, c'est clair que est-ce que les grands de ce monde vont pouvoir acheter, se permettre d'acheter, permettre d'être trop visibles? Ça, c'est la question. Mais je pense qu'en tout cas, pour le monde de la Silicon Valley, c'est plutôt une bonne chose. Et c'est une bonne chose pour ceux qui ont misé sur le cheval. Après, c'est clair qu'on voit Elon Musk, on se dit, bon, bah, lui, il est assez space. Hein. Et puis on se dit, Allez, jusqu'à yes, quand yes. le président en aura marre? Et est-ce qu'il peut se permettre d'en avoir marre? Parce que s'il y en a un qui a tweeté, je ne sais pas combien de milliers de fois à sa population, qui a quand même permis à Donald Trump d'être élu, parce qu'il faut savoir que maintenant, c'est plus 5 millions de voix, c'est plutôt 2,5 millions de voix qui l'ont fait gagner, ce qui n'est pas énorme hein, en tant que popular vote. Et donc, c'est clairement Elon Musk qui l'a mis sur le trône, Ouais. en tout cas qui a participé à sa mise sur son trône. Ouais, qui a Donc, participé. Je ne sais pas s'il a clairement mis, mais il a, enfin, tout un rôle, effectivement. mais quand tu tweets à tes 150 millions, et c'est vrai, il y a des gens qui se plaignent que quand tu vas sur X et que tu mets For You, non, non, automatiquement, tu as Elon Musk qui tu, apparaît à longueur de temps. tu lis C'est comme, trop. C'est le même pari que les démocrates font avec Beyoncé, qui oui, dit je suis pour Kamala. Elle a aussi un reach en dizaines de millions. Euh, je ne ah suis ouais, pas toi, certain. tu le mets comme, comme une star d'Hollywood, Elon Je Musk. pense que les gens, ils en ont rien à foutre. Je pense que c'est quelqu'un média. Il ne faut pas trop lire. Les gens ne vont pas dire ah, ils doivent se dire média, business, succès, mais tu vois, c'est pas une analyse, hyper Mm. profonde, non, mais bon, ça aide de toute manière, toi, on peut Mm. pas dire que tu peux pas dire que c'est 0 l'effet, mais je le mettrai pas, si haut. Mais ce qui m'intéresse, moi, ici, c'est vrai que, alors bon et je dois dire, Dodge, j'adore. Alors, parce que je trouve que quitte à troller, autant troller direct et je trouve drôle et il faut pas toujours s'offusquer de tout et ça franchement je trouve génial. C'est tellement coincé le gouvernement, en général, tous ces trucs étatiques. Un peu de troll comme ça, je trouve que c'est plutôt bon enfant donc ça j'ai trouvé assez cool. Par contre, pour le reste, entre ce que dit, Musk et Ramaswamy, ils ont des mesures pour les fonctionnaires que je trouve assez intéressantes. Alors, je me sens un peu comme le poisson, où il y a quelqu'un qui tape contre la vitre et puis d'un côté, le poisson, il se dit: «Non, mais la vitre, elle tient, je m'en fous»
Mais il y a quand même le doute, tu vois? Je pense que c'est un peu comme ça que je me sens, en tant que fonctionnaire, parce que ça va vraiment être intéressant. C'est toute la volonté vraiment du meilleur, du plus gros entrepreneur du moment, qu'on l'aime ou pas, avec une administration, avec une cour suprême, avec une majorité partout, contre, quelque chose qui est prévu, contre un bunker, quoi, quelque chose Ouais. qui est prévu pour pas bouger, contre l'administration. Mon pari va encore sur l'administration, mais je dois dire que je trouve ça, juste socialement hyper intéressant, même avant même d'avoir une opinion sur le contenu. Alors typiquement, ils veulent arrêter le remote work. Alors ça, je trouve que c'est vraiment une ânerie sans nom parce que j'ai vu, moi, dans l'administration américaine, le peu que j'en connais, une mini fraction, mais les gens vraiment malins, bah, ils vont bosser là aussi parce que justement, ils peuvent bosser remote, c'est un truc qu'ils ont pas forcément ailleurs. Ça fait partie des conditions de travail et puis, je trouve que ça serait ils risquent de perdre les vraiment bons, quoi. Je pense que c'est là où il faut pas réfléchir, Musk, il est complètement à côté de la plaque à mon avis. Mais bon, Est-ce qu'ils bref. veulent l'éliminer totalement ou le réduire? Alors là, bah, évidemment, ils partent toujours à la matraque, donc pour l'instant, ils disent éliminer totalement et puis, la réalité déjà, je sais même pas si c'est possible, tu as des contrats. Tu peux pas Non. juste dire, Ah, moi, «Échange ton contrat, tel quel au milieu du truc». Ça, je je te pense que dis, vraiment non. alors déjà, le remote est à bon vouloir de l'entreprise. Il n'y a dans les contrats que donnent les gens, c'est toujours séparé. C'est jamais inclus dans ton contrat de travail. Donc, ce n'est pas un droit, le remote work. Ça a même été établi par Aux États-Unis, dans l'administration. Mais ce n'est pas un droit. Ce n'est pas un droit de faire du remote work. C'est très dépendant de ce que ton employeur veut ou pas. Administration ou pas. Après, ça peut devenir Ah non, une bien sûr que habitude. c'est pas un droit, mais si tu l'as eu, Oui, 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 oui. Non, mais je dis, tu peux pas dire que c'est un droit. Ce n'est pas un droit. Et tu sais, en Suisse, ça moi, je dépend. vois Si tu as un aussi. contrat, ça fait partie de ton contrat. Tu peux dire: «Je te casse ton contrat», mais Non, tu non, peux non, non, ça pas. ne fait pas partie des contrats. En fait, c'est des règles de travail. C'est jamais marqué dans un contrat, en tout cas que j'ai vu et que j'ai fait signer, qu'il y a du remote work. Dans le contrat, après, tu signes, tu as des guidelines, mais le guideline, il peut être changé à tout moment par l'entreprise. Et ça, Ouais. c'est un fait. Et en Suisse, en ce moment, ce que moi j'entends et ce que je vois dans certaines grandes boîtes, c'est une retour à 1 à 2 jours maximum de télétravail. Et je le vois en train d'être exécuté. Il y en a certains qui commencent en janvier et tout. Et c'est vrai qu'il y a un retour vers ce côté-là. Alors, des fois un peu moins expressif, mais voilà. Je ne sais pas, peut-être si vous voyez différent en France ou dans d'autres pays, dites-le nous, ça m'intéresserait. Ouais. Mais écoute, là, moi, je partage pas ton avis, mais vu qu'on est ni l'un ni l'autre expert en droit, américain du travail des fonctionnaires, c'est comme un petit peu pointu par rapport à où on est. Mais bref, en tout cas, voilà, l'idée, c'est plus de se dire, hem, est-ce que vous pensez, voilà, quel pari vous prenez? Évidemment, de nouveau, ils vont pas avoir zéro effet, mais je pense qu'ils auront des effets limités et que quand on regardera derrière en 2026, en juillet, ils sont censés, avoir terminé, on va se dire: «Bon, finalement tout ça pour ça, pas grand-chose». Ou vous pensez non, qu'on va se dire: «Waouh, fouf, impressionnant». Ouais. Moi, je parierais sur le fait que ça va se finir avant juillet 2026 parce que va y avoir à un moment l'ego de soit Trump, soit Musk qui va devenir plus fort et il va y avoir un divorce des deux. Je sais pas, ça me semble être Ah toi une tu théorie toi tu penses assez. drama, quoi. Ah, je pense qu'au bout d'un an, il y aura un tweet un peu trop, ou alors, enfin, l'un va vouloir prendre le crédit de quelque chose et Bon, ça il va va y pas avoir de la tenir. frustration, hein, parce que ça va être dur, mais OK. Hmm. Toi, Mike? Moi, je sais pas. Ça, j'arrive pas à te dire. Certains disent que c'est ce qui arrivera, d'autres pas. Moi, tout ce que je pense, c'est que voilà, c'est vraiment un gros changement. Il y en a certains qui aiment pas aussi Robert Kennedy, qui critiquent, qui tout. Moi, je dis, ben voilà, des fois, il y a besoin de changement. Mais voilà, les Américains ont choisi. Ils ont choisi pour le changement, que le changement arrive. Voilà, c'est tout. Ah, bon, intéressant pour l'instant, évidemment, Gemini m'aide à comprendre le droit du travail américain. Alors, effectivement, il y a une différence qui est intéressante et c'est peut-être que le diable est dans le détail. Ils ont du telework aux États-Unis, qui est là spécifiquement un contrat qui dit que tu travailles dans une location, donc tu peux être à la Oui, maison, et ça, c'est du telework, et tu as telework. du remote work Oui, oui.
qui est là où tu travailles dans un bureau, mais que tu peux travailler depuis la maison. Mais donc, effectivement, si tu as un contrat telework, c'est un contrat où tu travailles depuis la Oui. maison. Genre un vendeur qui vend dans tous les États-Unis et puis qui ne peut pas venir au bureau. Exact. Ou quelqu'un simplement qui bosse ouais, parce que c'est trop loin du Ouais. centre, ou bref, ou quoi que ce soit. Donc, c'est bon, à voir, à voir. On va apprendre tout ça et de toute manière, ça va être intéressant. Bref, on a une autre nouvelle que je trouvais intéressante de ta part, Mike, plus côté expérience utilisateur, parce que tu nous as beaucoup parlé de comment tu utilisais l'intelligence artificielle quand c'est sorti il y a quelques mois de cela, et de tes espoirs avec Copilot. Et voilà, tu as lu un article qui parle de ça justement. C'est vrai que moi, j'étais même surpris parce que c'est tellement pas quelque chose auquel je pense. Pourtant, comme je vous l'ai dit, j'utilise l'intelligence artificielle à toutes les sauces que je peux, dans tous les outils que je peux, dès que je peux, mais jamais Copilot. Alors, raconte-nous un peu l'article que tu as vu, qu'est-ce qui t'a évoqué, et qu'est-ce qu'il dit, et qu'est-ce que toi t'en penses? Nous, en tout cas, dans notre entreprise, Microsoft fait partie intégrante de la société. Et franchement, il faut savoir que ce n'est pas très cher pour ce que tu obtiens entre toutes les trucs Office, les trucs Teams et autres. Et franchement, obtenir Copilot, pour l'instant, c'est gratuit et tu peux l'utiliser sans payer une licence supplémentaire pour le moment. Si tu veux un Teams Pro, tu dois payer 7 francs en plus par mois par utilisateur, ce qui n'est pas énorme, mais le Copilot est inclus. Et puis, c'est vrai que on a beaucoup ChatGPT et Copilot, et maintenant, Copilot, tu peux l'utiliser en tapant copilot.microsoft. Tu l'as, tu peux l'utiliser. La plupart des gens qui ont la suite Teams ont accès à ça, il faut le savoir. Mais la limitation est là. Alors, ils disent que c'est du GPT-4 derrière, mais il y a beaucoup de limitations qui sont, par exemple, tu peux uploader qu'un document. Tu ne peux pas en uploader 2. Toutes les choses qui sont devenues presque normales dans ChatGPT et les nouvelles versions deviennent limitantes dans Copilot. Donc, quand tu as le choix entre l'un ou l'autre, tu vas vite vers ChatGPT. Une chose qu'il faut savoir, c'est que finalement, dans Copilot, tu te sens un peu plus en sécurité en tant que société. Parce que tu te dis, voilà, ce que je partage dans l'intérieur de mon écosystème, je ne pense pas qu'ils vont utiliser des datas. Enfin, ils ne vont pas utiliser des datas pour faire leur algorithme et des choses comme ça, même si je sais que dans ChatGPT, maintenant, tu peux dire non, n'utilisez pas dans l'algorithme, chose que je vous encourage à faire. Et donc, tu te sens plus en sécurité. Mais le problème, c'est que tu te sens plus en sécurité, mais tu ne peux pas l'utiliser parce qu'il est limité. Il répond bizarrement, il ne répond pas la même chose, alors que ça serait supposé être la même technologie. Donc ça, c'est la première problématique. Deuxième problématique, moi, je me disais, lâchons le monstre, quoi. Donc, j'ai dit à mon responsable IT, écoute, moi, je veux un login, et puis tu me lâches le monstre, et puis on va voir, et puis tu peux lui poser des questions. Sauf que, en analysant, on s'est remarqué qu'il fallait surtout pas lâcher le monstre. Et vous savez pourquoi? C'est-à-dire, tu lui donnes accès à tout, quoi. Ouais. Pourquoi il fallait pas faire ça? Parce qu'il va trouver des choses que tu n'as pas envie qu'il trouve. Exactement. Et la raison, c'est pourquoi. Vous savez, quand vous faites share dans un document, vous pouvez share. Et nous, à l'époque, quand on faisait share, tu pouvais share à toute la boîte qui avait le lien. Ouais. Mais si tu fais ça, avec Copilot, il y a toute la boîte qui a accès au document. Et rien que ça, je peux te dire que tu ne fais pas. Parce que depuis le Covid… transparence complète. Tout le monde sait tout sur tout. Non, mais parce qu'à l'époque, ce que tu fais, c'est que je partage à Ben. Il n'y a personne d'autre. J'envoie un email à Ben. Il n'y a personne d'autre qui aura le lien. Donc, c'est quelqu'un à l'intérieur de mon système, tu vois. Mais maintenant, si tu installes Copilot sur ça, automatiquement, tous ces liens qui ont été partagés à All, même si les gens n'ont pas accès aux liens, ils auront accès aux documents. Ce qui est un grand problème de sécurité. Donc non, nous n'avons pas mis Copilot en phase. Et ils en parlaient justement dans l'article en disant, il y a des gens, tu pouvais lui parler, et quels sont les salaires de blablabla, et puis il répondait. Et ce genre de choses. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a mis en place? Premièrement, ce n'est plus par défaut le share all, tu sais, créer le lien et puis sharer à tout le monde. Tu dois mettre le nom d'au moins une personne. Et bien sûr, les gens qui ont accès au folder dans lequel tu partages, ils auront accès. Mais ce n'est pas par défaut. Et donc, mais tu peux encore le faire, ça veut dire. Oui, mais c'est plus compliqué.
mais aussi, tu dois aussi cleaner tous ces choses en mettant beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus de différents éléments sur les documents eux-mêmes pour t'assurer que les gens ne peuvent pas juste poser des questions et puis recevoir des réponses que tu ne voudrais pas qu'ils sachent. Mais voilà. Ouais, Alors, ouais. et pourtant, moi, j'étais un pro maître Copilot. Donc, en fait, c'est un peu ça qui retient. Je ne sais pas si d'autres ont la même problématique d'utiliser Copilot à l'instant sur toute la boîte. Voilà. Mais bon, est-ce que tu as besoin les derniers trucs que j'ai utilisés, alors c'est un poil obscur, chez nous, mais on a une méthode de gestion de projet, pour l'administration fédérale qui s'appelle Hermès. Alors les gens qui connaissent, voilà, c'est pas la méthode la plus populaire, mais c'est celle qu'on utilise. Et puis c'est une gestion de projet, donc voilà. Et il y a un bot maintenant, qui te répond, OK. comment utiliser cette méthode. Et ce genre de alors toi, ici, ce que je veux dire, c'est que le corpus, il est très, très bien défini. Mais c'est tellement utile parce que tu sais jamais le rôle. Tu dis: «Mais ce rôle-là, est-ce que c'est juste?» Puis il a l'intervalle de confidence. Il te dit là 85 sûr, 95 sûr et finalement ça, je trouve, Bien. c'est un des usages qui moi m'a fait gagner mais un nombre d'heures incroyable, quoi. C'est agréable, tu sais? Et puis même dans les discussions, maintenant ce qu'on remarque, on dit: «Ah bah attends, on va demander au bot». Oui. Tu sais, dans la discussion, Ouais, pas: ouais, «Ah, ouais, ou un usage du ouais. bot». C'est devenu, le coworker qui t'appelle, Exact. et ça me C'est plaît. très bien. Par contre, effectivement, c'est peut-être que c'est là où tu peux commencer à dire: «C'est quoi les bases de connaissances?» où tout le monde, auquel Oui. tout le monde a tout le temps envie d'accéder, mais c'est pas très clair parce que c'est peut-être un peu compliqué ou tu as pas besoin souvent et puis commence par ça, quoi. Et Oui. puis après, Ou tu sur des peux Teams, tu vois, souvent, tu as des SharePoint ou Teams. De toute façon, c'est SharePoint derrière, mais où tu crées, par exemple, un Teams ou un SharePoint par projet ou par type de voilà, ouais. projet. Et là, tu pourrais, c'est clair, l'intégrer et tu pourrais intégrer un LLM pour poser des questions. Et c'était quoi qu'on devait faire? Et qu'est-ce qu'on avait dit la semaine dernière? Voilà. Donc, ça, c'est tous les challenges qu'a Microsoft en ce moment, en tout cas, de se dire, mais voilà, la promesse incroyable de l'intégration avec OpenAI et Copilot n'est pas aux Mais attentes des peut-être on va se tourner utilisateurs vers pour le moment. Baptiste, mais peut-être la différence que tu as, c'est que moi, c'est un peu toujours la même chose. Toi, tu rêves de l'hyper généraliste, comme pour les robots, tu as le même truc. Tu dis: «Je veux le robot généraliste qui fait tout». Et puis moi, je pense Mm. plus qu'on aura toujours ces espèces je sais pas si c'est des bulles, mais d'espace, où voilà, tu Mm. utilises un bot pour une tâche, un autre bot, puis tu auras pas cette espèce de peut-être un qui va un peu faire le milieu, mais toi, ça va rester des écosystèmes. Alors, notre spécialiste, machine learning, maison, qu'est-ce qu'il en dit? Comment il voit le monde? C'est délicat parce que, en fait, ce que tu fais l'assumption, c'est qu'on garde les systèmes qu'on a aujourd'hui, tu vois? Tu vois, si tu Mm. restes avec la façon dont l'information est organisée, tu vois, tu as des apps Mhm. qui sont différentes et chaque app a ses propres données, tu vois. Effectivement, dans ce monde-là, ça fait vachement de sens d'avoir un bot pour chaque app. Pourquoi? Parce que déjà, les apps ne veulent pas partager les données. Tu vois, si le problème, c'est que toi, imagine tes Slack, par exemple. Tu n'as pas envie que les données de Slack, elles aillent dans le bot de Microsoft Mhm. Copilot. Parce que sinon, tu vas plus aller dans Slack, tu vas dans Mhm. Microsoft Copilot. Et donc ça, c'est le premier problème. C'est tant qu'on reste dans le modèle actuel avec des apps qui sont dans des silos spécifiques, eh ben, tu vas tomber dans cet équilibre-là naturellement. Pour aller vers un univers un peu différent où tu aurais genre juste tu vois, un truc qui soit un peu plus général, où je sais pas, par exemple, dans ton Mac, tu as une fenêtre où tu poses des questions et où tu peux interroger sur tout et c'est super Mhm. puissant et tout. Pour avoir ce monde-là, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un peu un changement de paradigme, tu vois. Mhm. Où ton ordi, tu vois, ton usage de l'informatique est plus centré sur des apps, mais peut-être sur des environnements différents. Ce qui peut arriver, mais ça prendrait genre des Ouais, un dizaines d'années moment, pour que quoi. ça vienne, quoi. Mhm. Bon, Donc après, c'est un c'est peu vrai comme que ça que c'est je verrais c'est toutes ça, quoi. ces idées de link data, des choses hyper intéressantes où tu passes d'un monde à l'autre parce que aussi tu as assez de métadonnées. Mais bon, puis même là, tu restes dans des écosystèmes parce que de là à ce que tous les écosystèmes ouais, Et mais surtout à qu'ils voir. veulent se parler, c'est ça aussi, tu vois, c'est que tu as, C'est ça. l'aspect de ah, il faut un écosystème, tu vois, il faut les données. Tu as l'aspect de oh, il faut un standard, tu vois, il y a aussi ça parce qu'au final, tout viendra pas Mhm. d'une source centrale, c'est toujours des gens Mhm. qui coopèrent, Mhm. donc tu as besoin d'un standard. Et en général, quand tu as besoin d'un standard, c'est que ça marche plus. Tu vois, l'email, c'est pas quelque chose de Ouais. très Mais, puissant. Le mais, calendrier, c'est pas puissant parce que c'est des standards, tu vois. mais Et moi, donc, je vois et quand même ensuite, des tu as que au-dessus écosystèmes. que les gens doivent se parler. Ouais, Moi, je vas-y, suis pardon. d'accord avec toi, mais je vois quand même des écosystèmes. Donc, tu as l'écosystème Microsoft.
Tu sais où tu as tes drives, tes machins, tes partages, tes SharePoint. Tu as l'écosystème de l'ERP. Ça peut être un ERP bancaire, ça peut être un ERP Oracle, SAP, tu vois, ça. Et puis, tu as des CRM type Salesforce. Tu sais, tu as toujours 3 écosystèmes un peu. Bien sûr, après, tu as des grosses bases de données comme des SharePoint, mais pour moi, c'est où tu pourrais poser des questions, par exemple, comme l'élément qui disait Ben, mais ça, c'est un use case. Pour moi, c'est comme si tu avais un SharePoint avec plein de documents dedans sur lesquels tu pouvais faire. Et je pense que, tu vois, rien que si tu en avais 3 LLM sur ces 3 grands logiciels ou ces 4 gros logiciels éléments que tu as, ça serait déjà vachement bien. Ça, je suis d'accord avec toi. Ça va prendre du temps à construire parce que ça prend du temps, parce que tu as des complexités. Tu vois, l'histoire que tu disais de la façon dont tu accèdes aux données des fichiers, tu vois, ou les permissions et tout. Ça, c'est typiquement le genre de problème. Ça existe aujourd'hui. Dans 2 ans, ce ne sera plus un problème. Tu vois, ça sera résolu. Donc, effectivement, il y a du chemin pour arriver là, mais ça, c'est clairement le chemin vers lequel on va. Parce que les silos, effectivement, ils peuvent être assez grands. En termes business, nous, ce qu'on voit, les besoins, mais toi, le rêve, quand tu as ces écosystèmes connectés, c'est que tu as un système qui puisse comprendre ta stratégie, où tu veux aller, prendre les données dans ton ERP pour voir les indicateurs où ils sont, et puis aller voir tes tickets Jira en support ou en développement pour dire, mais attention, il y a un mismatch. Parce que ça, c'est le rêve ultime de comprendre, parce que la réalité, c'est qu'il y a parfois dans une entreprise, il y a une personne qui comprend à ce niveau-là, mais tu n'en as pas 10, quoi. Parce que ça, je pense que ça pourra que venir avec des nouveaux layers, tu vois, avec des plateformes, soit des plateformes intégrées, soit avec des use cases spécifiques, tu vois. Je pense que ça ne viendra pas avec un jour un gars qui aura une IA suffisamment puissante. Tu vois, ce sera plus, on a construit une couche qui se connecte pour, par exemple, je sais pas, genre pour les banques, il y a ce type de workflow entre les tickets Jira et les customer requests, ou j'en sais rien, tu vois, et ils vont faire ça pour les banques. Et après, tu vois que tu peux l'étendre à, je sais pas, les marchands de tapis, ou tu vois. Donc, je pense que c'est comme ça que ça viendra. Je suis d'accord avec toi parce que quand j'ai été à Salesforce, qui présentait leur Agentforce et tout, avant de présenter ils présentaient ce qu'ils appelaient un data cloud, où ils mettaient eux-mêmes tous les clouds de Salesforce ensemble pour pouvoir que le LLM tape dedans. Donc, même dans le logiciel eux-mêmes, vu qu'ils avaient racheté plusieurs logiciels, ils devaient déjà créer là-bas la couche. C'est super intéressant ça. En parlant de ça, c'est super intéressant. Salesforce, ils ont acheté Slack, par exemple. Oui. Ils ont racheté plein de boîtes et machins qu'ils ont intégrés. Exactement. Et j'entendais une interview de Marc Benioff où il disait qu'en fait, à chaque fois qu'ils achètent une boîte comme ça, quand ils l'intègrent, ils réécrivent le code de A à Z, en gros, en tout cas tout le back-end, pour qu'il soit dans le format de fichier de database de Salesforce. Comme ça, tu peux utiliser les données de manière beaucoup plus puissante. Et c'est sûr que c'est aussi un truc vachement important, tu vois. C'est bien beau d'avoir des données dans un endroit, mais il faut encore que tu les comprennes, tu vois, que tu aies le schema et machin, et ça s'appelle avoir une ontologie sur les données. Et typiquement, je ne sais pas si vous connaissez Palantir, l'entreprise. Oui, bien sûr. Eux, ils sont très, très connus pour faire ça. Tu vois, ils ne vont pas que avoir une base de données, mais ils vont avoir une ontologie, donc les relations entre les éléments dans ta base de données très, très fortes. Et ça permet de faire des analyses assez puissantes. Et a fortiori, si tu as un LLM. Après, c'est une bonne idée, même au niveau tech, hein, parce que toi, le legacy que tu as d'un code qui ne vient pas de la même culture, c'est ce qui arrive chez Facebook, Meta, entre WhatsApp et Facebook. Ils ont énormément de peine à intégrer les deux parce que ce n'était pas du tout la même culture de code, ce n'était pas du tout les mêmes façons. Et ça fait depuis qu'ils les ont achetés, ils n'ont pas encore fini l'intégration, quoi. Donc, si tu ne vas pas à la hache et tu essayes de dire on le fait au fur et à mesure, peut être patient, quand tu as un truc Facebook comme WhatsApp. WhatsApp, c'est encore plus spécifique parce que c'est un produit qui ne voulait pas trop toucher probablement parce qu'il y a des objectifs, tu vois. Il y a des choses que tu veux que WhatsApp fasse, que tu ne veux pas que Facebook fasse. Enfin, c'est aussi différent, quoi. Ouais, mais du coup, tu as l'encryption qui est très compliquée. Des cultures différentes. Toi, tu dois ça, gérer ils étaient 15, tu vois, quand ils l'ont racheté. Ouais, tu vois, WhatsApp, ils étaient genre 15. C'est la culture. Là, je pense que les 15, c'était un peu... Je ne sais pas à quel point ils étaient 15 à avoir touché. Mais bon, bref. Je voulais juste redire un truc. Parlons de WhatsApp, parlons de WhatsApp. Tu as vu qu'ils ont enfin mis, Mike, ce que j'ai voulu, parce que toi, tu envoies des messages vocaux. Enfin, ils vont maintenant mettre le fait qu'on puisse transcrire automatiquement. Donc, Mike, fais-toi plaisir. Dorénavant, tu es bienvenu d'envoyer des messages vocaux. Et puis, il faut aller mettre dans les settings, après appuyer dessus. Bref. Mais il y avait déjà sur WeChat. Transcrit et les résume ou est-ce qu'il les transcrit juste? Parce que non, mais après, tu copy-paste dans Gemini ou ce que tu aimes bien. Puis tu dis, ça, tu vois. Parce que quand tu parles, enfin, je sais pas si c'est marrant, tu t'écoutes parler et tu regardes ce que ça. Fonctionnalité qui existe déjà dans WeChat. Détendu.
Dans Bien WeChat, sûr ça qu'il existe un WeChat, mais toi, tu nous envoies pas des messages de 3 minutes dans Oui, WeChat. mais et alors moi, je t'explique un truc. Moi, vu que j'écoute les messages à 1.5 et 2, même si tu me parles pendant 1 minute, ça me dure 30 C'est secondes. pas le temps, le problème, c'est qu'il faut Je remettre voyais les quelqu'un qui écouteurs. écoutait à une, je lui disais non, mais il faut pas faire ça. Non, 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 mais c'est saoulant. Qu'est-ce que tu peux écouter quelqu'un qui parle pendant des heures? Donc moi, je parle quand même un petit peu vite, peut-être pas aussi vite que je voudrais, mais moi, les gens, je les écoute au minimum à 1.5 parce que sinon, c'est exclu que j'écoute tout ce qu'ils me disent. Et quand tu écoutes à 1.5 et 2, honnêtement, il n'y a rien qui est trop rapide. Ouais, Tu es tu là, seras ah ouais, transcrit et scanné d'un oh là petit là, œil Résumé. rapide. Exact. résumé. Mais c'est vrai que Mais n'empêche, tu as raison, Baptiste. Le truc d'après, c'est j'ai même pas besoin que tu me mettes tout. Non, Résume-moi, mais quoi. À fond. résumé, c'est pas résumé, c'est réécrire en langage écrit, tu vois. Non, mais tu as raison. Donne-moi, qu'est-ce qu'il veut, quoi? Dans qu'est-ce le qu'il veut? message de 2 minutes, qu'est-ce qu'il veut en 2 phrases? En parlant de ça, encore une Moi, j'aime dérive bien. et on dérive, mais Mike, est-ce que tu as installé la dernière bêta avec Apple Intelligence sur ton iPhone? Et non, justement, je devrais. Mais Ah, non. ok. Non, j'ai Du coup, honte. t'as pas le gars, il a un iPhone 16, machin, il change, il est même pas capable d'aller dans les settings pour activer Apple Intelligence. Dans Software C'est Update, moche. tu dis. Non, non, il faut Non, non, aller je dois dans, updater d'abord. dans Apple Dis- Intelligence et Siri, tu peux toggle on et du coup, tu as les fonctionnalités comme les résumés des SMS, les Tu résumés crois des pas que je dois emails et faire tout. le changement au prochain Non, truc? normalement, si tu as acheté l'iPhone, tu l'as déjà avec la version. Ou peut-être pas, mais normalement, tu l'as déjà. C'est juste qu'il faut l'activer parce que comme c'est un peu une bêta, il faut l'activer manuellement, machin. Moi, je te jure que j'ai pas vu ça. Et puis je suis dessus, et puis je vois pas. Donc, Est-ce que tu as ton iPhone en anglais américain? oui, anglais américain. Américain, pas Oui, UK. Non, américain. Et Dans ce cas-là, dans les paramètres, normalement, tu as un paramètre qui s'appelle Apple Intelligence et Siri. ok, ben, je vais regarder. Alors, ça sera pour la prochaine fois. Bah, c'est pas la prochaine fois, ouais. Mais juste une dernière chose. Une dernière chose, alors. Par rapport à nos amis de Microsoft, je voulais quand même faire un petit big up parce que même si Copilot, c'est pas waouh, en tout cas, l'intégration AI dans Teams, elle est vraiment excellente. Maintenant, tu sais, tu peux enregistrer, tu peux enregistrer tes conférences ou tes Teams. Automatiquement, ça transcrit. Et moi, j'ai essayé maintenant plusieurs fois sur des meetings de 45 minutes et la transcription, elle était incroyable. Et non seulement ça, mais le résumé du meeting était incroyable aussi. Et les gens qui m'ont dit, waouh, ça m'économise vachement de temps. Donc, nous, on va clairement ouvrir ça pour tout le monde. Alors, c'est un petit coût supplémentaire, mais c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Et dernier petit machin, c'est que maintenant, ils t'écoutent et ils te disent si tu parles bien ou pas. Donc, c'est comme un coach, et puis il t'écoute parler, puis à la fin du Teams, il te dit, ah, tu as parlé tant de minutes, tu as fait des mots répétitifs, est-ce que tu as utilisé un, est-ce que tu as été agressif dans ta tonalité? Il te dit plein de trucs, puis à la fin, il t'envoie à toi personnellement, clac, clac, clac. Et la transcription aussi, ça marche super bien. Là encore, j'avais un call avec des Chinois, et il y en a une personne qui ne parle pas du tout l'anglais, moi je ne parle pas chinois, et franchement, elle peut parler, la transcription, elle est impeccable. Elle est impeccable. Quand je dis Ouais, ça impeccable, change c'est la vie. impeccable. Ça change la vie, je vous jure. Vous pouvez parler à un Chinois, vous lui répondez en anglais, lui, il vous répond en chinois. Il y a zéro problème, vous le comprenez. Et ça, dans Teams, c'est quand même assez incroyable. Ouais. Voilà. Comme ce qui est fou, c'est que ça a été vite. Entre le moment où Oui. ils l'ont annoncé et puis on disait, ouais, bon, un jour. Et le jour, Oui. ouais, je suis d'accord. Mais C'est je dois maintenant, donner il y a pas de- un petit insight aux gens qui veulent le faire, c'est qu'il ne faut pas le donner à certaines personnes. Si vous voulez que toute une entreprise l'utilise, vous êtes obligé que toute l'entreprise l'ait. Parce que sinon, ça ne va pas. Parce que si c'est seulement la personne qui Ouais. fait le meeting qui peut avoir ces fonctionnalités, Ah non, en fait, c'est tu n'arrives pas à Need to know l'implémenter. basis. Ouais. Need to know basis. Non. Non, ça marche pas comme ça, Mike. Ah, Juste, les gens qui ont besoin de savoir doivent recevoir l'information. Oui, mais pour la transcription, c'est une fonctionnalité. Non, il faut un droit spécial. c'est ça, pour ouvre la un fonctionnalité ticket. de transcription. Ouvrir un ticket. Un Ok. droit spécial pour avoir le droit de mettre ta caméra et le droit de partager ton écran en entier. Tu peux pas faire autrement dans une Je donne entreprise. rarement ce conseil, mais peut-être, Baptiste, c'est le moment de regarder, de sortir de la banque. Parce qu'on voit que tu as bien compris les fondamentaux. Trop bien. Donc, ouais. Bon, allez, comme on est un peu dans tous les sens aujourd'hui, Mike, tu as regardé le combat du siècle. Oui. Alors, Attendez, ouais. j'ai un petit sujet en plus à caler parce qu'on parlait de transcription et tout, et je me dis ça passait bien. Est-ce que vous avez écouté le dernier épisode de Lex Fridman? Non. Parce Non, qu'il interviewe le président argentin Javier Milei. Ah, ok. Mais Javier Milei, il parle en quelle langue, me dites-vous?
En, En je espagnol, pense j'espère. En espagnol. Et du coup, donc l'épisode, c'est une transcription faite avec l'EI. Enfin, non, Mais Lex Friedman, il parle transcription, oui. espagnol aussi. Donc lui, ils ont fait tout en Non, espagnol. Lex Friedman parle en anglais. Ok. Et l'autre, il parle en espagnol. Et tout le podcast, en fait, du coup, la partie en espagnol, elle est traduite avec Eleven Labs. Enfin, traduite et dubbed. C'est incroyable comme ça marche bien. C'est vraiment excellent. oui. Tu l'écoutes, tu as du mal à dire que c'est une AI. Vraiment, il y a quelques fois où je me suis dit, ah là, quand même, j'ai un peu de mal à comprendre. J'écoute en x2, j'ai un peu de mal à suivre ce qu'il dit. Mais sinon, c'est très, très bon. C'est vraiment un niveau où je pourrais imaginer écouter tous mes podcasts avec cette qualité. Ah ouais. Ah Et ouais, ouais. tu n'entends pas les deux voix. Tu n'entends qu'une Non, voix. Alors, il parlait pas beaucoup Lex Friedman, je dois dire, il le laissait parce que je peux dire qu'il parle le Millet, il débite quoi. Donc non, il a pas beaucoup parlé, mais si tu entends les deux, c'est pas du tout un souci. Et c'est vraiment non, pardon, tu entends les deux, tu veux dire espagnol et anglais? Ouais. T'entends que Non, il est t'entends que traduit, l'anglais. quoi. Il est... Non, que la version traduite, et c'est vraiment bon. La voix, elle est réaliste. Wow. Alors, je sais pas exactement comment il sonne, mais je vous invite vraiment à l'écouter. C'est bluffant. Ok. Je vais écouter. C'est dans les liens Bon. de l'émission, dans les notes de l'émission. Pardon Ouais, pour la discussion. Ouais, non, mais c'est cool à voir. C'est cool. En plus, c'est un personnage. Je n'ai pas beaucoup écouté, mais enfin, je suis curieux de voir ce C'est qu'il un pense. personnage. Voilà. Ouais. Mike, donc tu nous disais avant l'émission que tu étais un fan de Mike Tyson. Alors déjà, Oui. j'ai appris quelque chose, je ne savais pas. Et donc que tu as regardé le combat et que ça t'a appris quelque chose. Parce que jusque-là, je me disais, bon, bah, écoute, pourquoi pas, mais pas pour Niptech. Mais après, tu m'as dit, non, mais j'ai appris quelque chose de ce combat. Et du coup, je suis curieux. Oui, alors bah voilà, moi j'étais là, oui, dans les années 90, j'étais fan de Mike Tyson, à la grande époque, hein, je regardais ses combats et tout, j'ai vraiment bien aimé, c'était vraiment le dernier grand champion, c'était notre Mohamed Ali à nous, hein, et voilà, après il est tombé dans les études, mais voilà, on était content, il allait bien, et puis tout d'un coup ce combat. Et c'est vrai que si on parle déjà de la manière dont il a été promu, je parle du combat de Mike Tyson et de Jake Paul, il a été que fait sur les réseaux sociaux. Alors Jake Paul, c'est un combattant qui vient de YouTube, un YouTuber très connu, qui a fait n'importe quoi, qui s'est fait connaître et tout, puis qui a décidé d'être boxeur, et puis qui fait que de la boxe avec certains trucs. Des gens disent que c'est truqué, d'autres disent que c'est n'importe quoi, mais à chaque fois il gagne quand même. Et il s'est quand même battu contre certaines personnes qui valaient la peine, mais là c'était Mike Tyson. Et c'est vrai qu'il a utilisé les réseaux sociaux pour promouvoir le combat et ça a cartonné. Quand tu vois la manière, je trouve, c'est une manière moderne de promouvoir des combats. En fait, c'est que dans le digital. Ok, tu as 2-3 meetings physiques with voix, mais c'est que par documentaire interposé, par petit podcast sur TikTok ou sur Instagram, un documentaire carrément sur le combat, hein, fait sur Netflix. Et je trouve que l'idée de mettre sur la plateforme Netflix, c'était quand même quelque chose pour moi d'incroyable. C'était de se dire, est-ce que ça va tenir? Alors, attention, un roulement de tambour. Alors moi, voilà, ça commençait à 2h du mat, connaissant les matchs de boxe, hein, parce que j'en ai regardé quand j'étais gamin, je savais que tu tapais en tout cas 3 heures de temps avant le combat principal. Alors j'ai dit, oublie. J'ai mis mon réveil à 4h30, j'ai dit, je vais regarder. 4h30, j'ai mis mon réveil, hop, j'ai vite regardé. Je me suis dit, oh non, ça, c'est les femmes qui se battent. Je vais attendre encore 2 heures. J'ai remis à 6h30. À 6h30, je me suis levé. Et j'ai dit, ah. Et puis, je suis râlé. J'ai essayé de mettre Netflix, impossible. La roue noire, comme ça, la roue noire qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et en fait, vous voyez, quand il y a ça qui arrive, qu'est-ce que vous faites? Vous lancez Netflix sur votre téléphone. Alors, ça lance encore plus de Netflix et la roue noire, elle tournait, elle tournait, elle tournait. J'allais sur Twitter, tout le monde se gueulait. Au moment du combat, hein, ça a coupé au moment du combat. J'avais un pote, évidemment. Lui, il s'est tapé toute la nuit. Il m'a dit, quelle horreur, au moment où ça commençait, ça a planté, c'était la merde. Donc, et ça a fait ça pour beaucoup, beaucoup de gens. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une grosse frustration. Je pense, de l'utilisateur. Mais tout d'un coup, hop, c'est reparti. Alors, je l'ai regardé en mini différé, je ne sais pas. Alors, le combat lui-même, j'ai été très attristé hein, parce que voilà, on voit que l'âge, tu ne peux pas combattre l'âge. Hein. Soit 57 ans contre 26 ans, même si l'autre, ce n'était pas un aussi bon professionnel que Mike Tyson, ce n'était pas possible. Donc, c'est vrai qu'il a tapé 18, il a réussi à l'atteindre 18 fois, l'autre 56 fois. Donc, il n'y avait pas de combat. Mais, vous savez, il y a eu 60 millions de personnes, household, hein, pas personnes. Donc, je dirais peut-être plus que 120 millions, mais 60 millions de households qui ont regardé le combat en simultané sur la planète. Et ça, c'est quand même gigantissime. Et pour moi, c'est un milestone de Netflix pour regarder les grands trucs de sport parce que ça marche.
Et on peut le promouvoir avant. Et franchement, ça valait la peine, en tout cas, de vivre l'expérience pour se dire est-ce que ça marche ou pas. Alors, problème technique, mais ça a quand même marché. Bravo Netflix, 60 millions de households. Un truc que j'ai appris, que j'ai trouvé intéressant sur Jake Paul, c'est qu'il était d'abord sur Vine, Oui. après c'est devenu Ah, un c'est enfant Disney et après il a fait ses trucs. c'est Mais c'est la première fois, on entend tout le temps: «Ouais, mais il a commencé sur Disney, puis après il a fait des trucs». Mais dans ce sens-là, j'avais jamais entendu et je me suis dit: «Bah, voilà, tiens, au moins ça c'est quelqu'un de nouveau, quoi». Je crois que c'est un peu le thème de l'émission. On aime ou pas, mais il est intéressant, Oui, à ce niveau-là, quoi. Il s'est fait un peu, avec Vine en plus, avec, oui. tu vois? Et Vine, c'était des shorts avant l'heure. En fait, ils Ouais, non, mais détenaient, c'était tout je de ne sais suite, pas ce quoi. qu'ils ont foutu Twitter, ils ont vraiment déconné. Mais je dis, ils détenaient les shorts avant l'heure. Ils avaient Ah, trouvé les shorts, ils avaient tout juste, quoi. ils avaient tout juste, c'est exactement ce que maintenant, ce qui cartonne sur Netflix, sur TikTok et Instagram, ils les avaient. Et les Vines, c'était exactement ces trucs shorts, rapides et tout. Mais voilà, ils n'ont pas réussi à les intégrer à la plateforme. C'est ça qui a été le problème, je crois. Ouais. Bon, on a encore 2 petites news. Est-ce que quelqu'un se sent, l'âme de parler de la Commission européenne, tech là? Parce qu'on est dans les sujets funky là. Je sais pas si on va rester funky, là-dedans, quelqu'un se sent de lancer des petites news? Commission européenne, réglementation? Tu le Baptiste? fais trop bien, Ben. C'est tellement, tu es tellement excité dans ta voix quand tu parles de régulation qu'on peut pas le Ouais, faire pour d'habitude, je toi. suis assez excité, mais là, c'est encore, la commission qui aime bien, hein, réglementer effectivement, qui, a commencé à s'intéresser au cas, Temu. Alors sincèrement, Hmm. bon, s'il y a Ils bien ont une tendu le société bateau pour se faire battre, quoi. qui le mérite, je veux dire, à un moment, voilà, à un moment, tu as besoin mais en fait, j'ai pas tout lu, donc je sais pas qui a mis la news, Moi, j'ai mais mis la news alors parce que dans mon pourquoi domaine, c'est quand même très important. Alors, ouais, on dis-nous? parle de Shine quand on parle d'habits. Et puis Ouais, après, on peut critiquer Shine ou pas. Et des gens disent que c'est un bon modèle, d'autres disent que c'est moins bon. Mais Temu, en fait, la problématique de Temu, c'est que, ils vendent des produits qui ne sont pas certifiés CE. Donc ouais, voilà, il n'y a aucune certification. Deux, souvent, ils ne payent même pas la TVA à l'intérieur du pays dans lequel ils la vendent. Donc voilà, ça c'est ouais. des choses qui n'ont pas. Et donc, et après, ils disent il y a toute une gamification, une chose comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a une concurrence déloyale. Et une des raisons, c'est qu'en fait, l'Union européenne, elle te demande de souvent, c'est aux sociétés européennes qu'elle demande de respecter les règles. Celles qui ont pignon sur rue avec, en France, en Allemagne et tout. Dès que tu vends de l'étranger, puis que tu vends sur une marketplace, comment les règles peuvent s'appliquer. C'est à la marketplace elle-même de les faire respecter. Et Temu, c'est quand même un game changer parce que tout est produit de Chine et vient directement des producteurs à des prix, mais défiant toute concurrence. Je veux dire, c'est des fois 10 fois, 100 fois moins cher. Ouais. Et donc là, il y a un clair problématique de respect des guidelines et de la sécurité produit, des fois. Ça ne veut pas dire que tous les produits sont dégueulasses, mais aussi, et puis respect des normes de faire du business, payer la TVA, payer les choses, voilà. Donc, moi, je comprends pourquoi l'Union européenne fait ça et j'espère qu'elle va mettre des réglementations. Ouais, donc en fait, ils ont une pété d'articles du DSA, hein, qui sont donc du Digital Service Act, dont on a pas mal parlé, qui sont en faute. En particulier, tout ce qui est la transparence des recommandations et puis tout ce qui est la gestion des risques. Donc ça aussi, ça va un peu dans le sens que tu dis. Et le dernier point, c'est sur la coopération avec les autorités qui fait partie de ce DSA. Donc en fait, voilà, c'est un peu ce que tu dis, quoi. Ils y vont cow-boy, on vend ce qui Ouais, passe. Pourquoi, comment ça arrive chez toi? Demande-nous pas. Bon, bref, ouais. on les connaît. Ouais, c'est pas, ouais, Et c'est en pas plus, ils surprenant, mais tant utilisent des mieux. plateformes. Franchement, Non, non, en plus, ils utilisent des plateformes comme Google pour le faire. Je veux dire, il suffirait ouais. que tu dises, parce que sans Google Ads, ça ne marche pas. Hein. Je me demande le nombre, les dizaines de millions que Temu met en Google Ads. Ça doit être monstrueux. Probablement des centaines de millions. TikTok, ils Ça- disaient c'était en milliards, tu vois, ouais, qu'ils ont c'est- mis en ads. Donc ça doit être pareil pour Temu.
exact. Et À donc, tel point, non, juste pour dire, ça me rappelle maintenant, à tel point que Facebook, ils ont dû, tu sais, quand tu es en bourse, tu dois dire des choses qui qui peuvent être matérielles pour ton ouais, business. Ils ont dit que la part des grandes entreprises chinoises, que les grandes entreprises chinoises représentent une part importante des dépenses de pub sur Facebook, et que si ça venait à s'arrêter, ce serait un problème pour eux. ouais, À ce c'est point-là, bien. donc Ouais. ça doit être Donc Shine, vraiment Temu. immense. Chine Ouais, et Temu, ouais. ouais. Chine. Temu, des chiffres tout Pardon. à fait pas officiels ni recommandables, mais vu qu'on parle de Temu, ça a l'air de bien aller. Disent 2 milliards par année, 2 milliards par année de pubs sur Waouh. Facebook. Ouais, T'imagines? c'est énorme. Et ça, Mais c'est bon, sans compter je Google Shopping, parce qu'ils sont très présents sur Google ouais. Shopping aussi. Ah, je reviens. Amusez-vous, mon casque, qui marche à batterie comme tous les vieux casques, est en train de me dire au revoir. Alors, je vous laisse, finissez Temu, à tout de suite. Très bien. Mais non, je suis d'accord. Temu, soyons francs, s'il y a bien un truc après lequel l'Union européenne ils doivent courir après, tu vois, c'est bien Temu. Parce que voilà. Oui. Maintenant, par contre, l'idée de dire que c'est la faute de Google parce qu'ils font des pubs pour Temu, ça, je suis un peu moins d'accord. Parce que dans ce cas-là, le truc s'arrête où, tu vois. Dans ce cas-là, c'est Google, mais c'est aussi Visa et Mastercard qui font les paiements pour Ouais, Temu, ouais, tu c'est vois. juste, c'est Et après, juste. t'arrêtes plus. Et après, tu dis, ah ben, en fait, même les fournisseurs d'accès Internet, ils doivent bannir Temu. Donc, Ouais. c'est pour ça que je me méfierais un petit peu. Temu, tu vois, c'est un grand site, tu peux aller leur parler, c'est une vraie entreprise, un gros truc, ça doit être eux qui doivent être responsables. Tu vois, après, t'arrêtes plus, je pense. Mais je parlais à une amie à moi qui est en Chine depuis très, très longtemps. C'est une Taïwanaise chinoise qui vit à Shanghai. Et elle m'expliquait qu'une des volontés aussi chinoises, c'est commencer à produire plus proche de la Silk Road. Alors, vous savez, à la route de la soie, Ah, ils ont assez avec, investi, ouais. avec des trains qui vont jusqu'à Budapest, d'ailleurs, qui passent par la Pologne et autres. Et C'est pas dans la Russie aussi, par hasard, maintenant? oui, tout à fait. Et qui est un peu plus difficile maintenant avec tout ce qui se passe. Mais en fait, ce qu'ils commence à faire, la Chine, c'est produire de plus en plus près de l'Europe. Donc, ils poussent vers l'ouest les sites de production pour être encore plus proche de la Silk Road, ce qui veut dire qu'après, dans les 24 heures à 48 heures, ils te livreraient. Juste Ouais, ils c'est te marrant livreraient parce que depuis la production. c'est marrant parce que moi, j'avais entendu la même chose quand j'avais été en Chine, qui poussait à l'ouest, mais aussi c'est parce que c'était des régions moins développées puis que ça faisait partie du plan de développement Tout du à pays. fait. Tout Donc, à fait. ouais, il y a plusieurs, Non, mais raisons, c'est mais une des raisons. C'est une des raisons. Mais il y a un double avantage. ouais, À sinon pousser là, c'est malin. Ils avaient ouais, c'est super malin. besoin de développer cette Ouais. partie-là et puis on fait confiance à la Chine. Allez, petite news sur le pouce parce qu'elle est intéressante, pas de nouvelle, mais je connaissais pas. C'est Withings. Alors déjà, je me suis dit: «Ah tiens, Withings qui revient», parce qu'on en parle quand même un peu moins ces derniers temps, avec quelque chose qui s'appelle BIM-O, et qui est en fait utilisé pour la médecine à distance. Alors on peut l'utiliser pour même aussi. C'est une sorte de scanner qui fait, Mike, c'est toi qui as mis ça aussi, hein? Ouais. Pourquoi on aime WeThing? Ben, aussi, beaucoup de francophones nous écoutent, beaucoup de Français. Et puis WeThing, à la base, c'est une société française qui a été rachetée par Nokia. Je crois qu'ils ont été revendus à l'ancien propriétaire. Peut-être je me trompe, peut-être pas. Mais voilà. Mais en tout cas, ça reste une société à la base française. Donc, c'est toujours cool. Moi, j'adore WeThing parce que j'ai toujours trouvé qu'ils faisaient des trucs liés à la santé et puis qu'ils essayaient de mettre de la tech dedans. J'ai encore ma WeThing pour ma balance. WeThing, où je me pèse et automatiquement, bam, bam, ça rentre sur mon app WeThing qui est bien faite, qui fonctionne bien. Et donc, j'ai été étonné de voir ça. Et je me dis, ah, intéressant de passer de la santé en passant à un mini-instrument qui fait plusieurs choses. Donc, tu vois, qui peut voilà, regarder ta température, regarder comment tu respires, regarder tes mouvements cardiaques. Et cela peut être fait pour la télémédecine. Et je trouvais que c'était un bel instrument, Ouais. tu vois, une belle avancée dans le monde de la tech. On disait d'abord, voilà, on avait des bracelets, on avait des choses, et maintenant on a des instruments qu'on peut carrément utiliser avec son docteur. Et moi, je vous dis, j'ai eu des gens autour de moi qui ont eu des challenges cardiaques, et le docteur leur disait, pas de souci, envoyez-moi les données de ton Apple Watch. Et le cardiologue les lisait, puis il n'avait pas besoin de leur mettre l'appareil. Donc, c'est une vraie vérité que ça s'utilise dans le monde médical, ces données. Et donc, bravo à eux. Je crois qu'ils vont être presque certifiés bientôt. Je crois que j'ai lu ça par la FCA. Comment ça s'appelle? Le machin américain, là? Non, Drug FDA. Administration, non? Je sais Ouais. pas. La FDA, exactement. C'est chose que notre ami Robert F. Kennedy va sûrement
abolir. Et, Yeah. et donc, bravo à eux, bravo WeThink, continuez à innover, ça fait Et plaisir que Eric vous êtes là. Carrel, qui a vendu pour un peu 200 millions environ à Nokia avant de racheter. Alors, sûrement pas 200 millions 2 ans plus tard, en 2018. Donc, c'est la classe. Bravo. Surtout que toi, si tu rachètes un truc qui après, tu n'arrives rien à en faire, bon, bah voilà, mais WeThink, c'est vrai, moi, j'ai une bonne opinion. Enfin, Exact. je me réjouirais. C'est le genre de truc que je pourrais acheter. Je vais regarder. Donc, merci pour la news. Je n'avais pas du tout vu. Donc, cool. Allez, sur ce, on va passer à la partie inspiration. Et puis, allez, quand même faire un petit coucou à notre copain Marco et son podcast avec KFM, où on était là, la fête finale avec tous les boss finaux, dont un panda. C'était cool. Tout le monde était là, ça nous a fait plaisir. C'était le 8 novembre. On a eu vraiment du plaisir. On a fait un podcast sur le podcast, justement, qu'on postera dans un Niptech Explore prochainement pour que vous puissiez l'écouter parce qu'on trouve c'est toujours intéressant de parler des podcasts. Et puis, si vous n'avez pas envie de l'écouter, vous skipperez. On essaie toujours de faire des Niptech Inspire, des Niptech Explore. D'ailleurs, je n'ai pas assez fait cette année, vous non plus d'ailleurs. À voir. Non, Si non, à changer. On n'a pas été bon là-dessus. Donc, bon. Mais encore merci à Marco et puis on vous postera le Niptech Explore sur les podcasts bientôt en décembre. Voilà. Excellent. Bon, allez, on continue avec une conférence d'Alexandre Jolien qui habite, ou habitait en tout cas, à Lausanne aussi, donc un local de l'étape, et Laurent Jouvet. Ça vient de toi, Mike? Bien sûr, ça vient de moi, parce que moi, j'aime bien Laurent Jouvet. Alors, c'est un philosophe et puis voilà, un ancien moine, si on veut. Il s'appelle Laurent Jouvet. Si vous ne connaissez pas Alexandre Jolien, c'est quelqu'un qui a écrit pas mal de livres. C'est quelqu'un qui a une, comment on dit ça de manière gentille dans le monde actuel, qui a une déficience physique, mais qui a un cerveau et qui est un philosophe incroyable. Et donc, il parle bien de plein de choses. Et ils ont écrit un livre ensemble qui s'appelle L'art de l'esprit joyeux, la spiritualité comme le moyen de transformer notre vie. Alexandre Jolien et Laurent Jouvet, et ils parlent dans un podcast de leur éditeur. Et franchement, j'ai eu vraiment du plaisir à les écouter pendant 1 heure parler de spiritualité, de philosophie. Et voilà, toujours dans la joie, parce que Laurent Jouvet est aussi quelqu'un de joyeux. Donc voilà, donc un petit tip, si vous aimez les écouter, vous regardez sur YouTube, il y a le lien de l'émission. Si vous aimez lire, vous pouvez toujours lire leurs livres. En tout cas, voilà, des bonnes personnes qui sont toujours agréables à écouter. Et dans ces moments où on écoute... Oui. Sincèrement, tu sais, il y a plein à force de voir des livres, il n'y a pas beaucoup de noms qui me donnent envie. C'est rarement le titre qui me donne envie. Mais là, sur ce coup-là, le titre déjà me donne envie. Donc, bravo à eux pour ce titre. Parce que c'est vrai que c'est rare. C'est toujours coup de poing, c'est toujours machin. Oui. Je sais pas, je trouve qu'il fait rien que le titre qui fait du bien. Donc, ouais. Oui, ça avec Laurent Jouvet, c'est souvent le cas. Il a l'esprit joyeux et pourquoi pas. Donc voilà, en tout cas, moi j'ai vu qu'en écoutant trop de news, j'ai vu cet effet, je me suis pris dans le cirque de la news avec ces histoires d'élections américaines, tu te sens pas bien. Donc maintenant, j'ai dit stop et j'arrête. Si on veut faire un petit contraste, le podcast d'après, Peter Thiel on Trump, Elon and the Triumph of the Counter-Elites, j'imagine. Oui. Ça, c'est autre chose. Oui, écoutez, pourquoi je voulais... Parce que j'ai écouté pas mal de podcasts un peu sur l'élection américaine avec des explications derrière. Et là, je trouvais que c'était une très, très bonne explication de Peter Thiel, qui ont dit que l'éminence grise du Parti républicain, même si ce n'est pas très vrai, mais qui a soutenu Trump en 2016, et c'était un des premiers à l'avoir fait, avant que tout le monde... à l'époque, on lui crachait dessus. Maintenant, un peu moins. Et donc, il explique quoi, comment, pourquoi. Il explique aussi c'est un théoricien du parti, en tout cas. C'est un théoricien. Mais il critique aussi Trump. Je le trouvais assez pas du tout pro à se prosterner devant lui. Mais je trouvais, mais c'est lui qui a découvert, si vous voulez, J.D. Vance et qui lui a donné ses premiers millions pour qu'il devienne élu de Californie. Donc, il a sa main dans la présidence et J.D. Vance lui doit son poste. Donc, voilà, il aura quand même une zone d'influence. Et c'est intéressant d'écouter cette personne avec sa vision sur le monde. Et n'oubliez jamais, nous, Européens, que les États-Unis, ils ont toujours 5 ans d'avance sur nous. Avant, on disait 10, maintenant on a 5, peut-être ils en ont que 2.
Donc, ne pas sous-estimer l'impact des États-Unis sur l'Europe dans les années qui viennent. Voilà. Et d'ailleurs, on arrive directement en Europe, hein. Oui, on arrive en Europe et avec un podcast que j'adore. Il paraît que c'est le premier podcast français qui s'appelle Légende. Honnêtement, le gars, il est top. Les interviews sont éclectiques et tout ça. Et là, ben voilà, je suis tombé sur une interview de Nicolas Sarkozy. Et tu vois, on est toujours. Plaisir, là. Et je trouve que c'est toujours. Nicolas Sarkozy. Oui. Alors, je sais, vous qui êtes français, vous n'allez pas l'aimer pour la plupart d'entre vous, mais je trouve que c'est toujours intéressant d'écouter les personnes. Maintenant, on vit dans un monde où il faut arrêter de lire les headlines, mais écouter ce que les gens ont à dire. Après, on peut n'aimer ou pas aimer, mais écoutons. Et moi, maintenant, c'est ce que j'ai décidé de faire. Et franchement, je trouvais que c'était très intéressant de l'entendre, avec un reflet, avec un recul, avec une certaine humanité qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais je vous encourage à quand même l'écouter. Et surtout que le podcast Légende, il est excellent. Bravo, et je continue. Il a l'air d'avoir des bonnes interviews, hein, parce que du coup, juste à côté de Sarkozy, il y a un ex-membre du cartel de Cali, ultra violence, comment il a tout quitté pour devenir prêtre. C'est tellement cool. Après, pas mal, ouais. Et puis après, il avait tu sais quoi, la maquilleuse de Trump. Elle était là, c'est une Française. Et puis il était là, et puis elle explique comment il est Trump, sa famille, elle explique tout. Et puis il était là, purée. Il a des fois des sexologues. Il est vraiment ce gars, je sais pas, mais il est vraiment top. Et franchement, Légende, et je vous dis, il y a des millions de gens qui écoutent ce truc. C'est le podcast le plus écouté de France, ce qui veut dire que c'est une des émissions les plus écoutées de France. Et donc, voilà, moi j'aime bien. Vive Légende. Ouais. Bravo, intéressant. J'ai mis un truc dont on ne parle pas souvent, mais j'ai mis un jeu de plateau auquel on a joué ce week-end avec quelques amis, qui s'appelle Hégémonie. Alors pourquoi c'est intéressant Hégémonie? Parce que bon, pas de recommandation de jeu, même si j'aime bien, c'est que c'est un jeu qui est complètement asymétrique, c'est-à-dire que chacun, on est 4, a des buts différents et une personne joue la classe ouvrière, une personne joue la classe moyenne, une personne joue le capital, les capitalistes, et une personne joue l'État. Alors, on a tiré au sort. Non, je n'étais pas l'État, j'étais les capitalistes, ce qui est toujours sympa. Ce qui est de génial dans le jeu, alors c'est un long jeu, hein, ça a pris, on a fait 6 heures. Donc, voilà. Mais c'est que c'est la première fois que je vis une expérience où tu comprends les interactions. Toi, c'est pas juste un jeu où tu peux dire, bon, bah allez, je vais foutre sur un et puis m'allier avec un autre à la fin et tout ça. Non, parce que, bah, évidemment, en tant que capitaliste, tu construis des usines, mais tu as besoin d'ouvriers. Mais l'ouvrier, bah, il a besoin d'être dans des usines parce qu'il a besoin d'acheter des produits que tu produis. Et la classe moyenne, bah, elle peut se débrouiller. Donc, elle peut soit venir bosser chez toi, soit mettre ses propres petits moyens de production qui produisent beaucoup moins en place. Mais tu vois, et puis après, voilà. Et puis l'État a des objectifs qui changent selon. Alors, c'est censé un peu représenter la politique, mais donc il va un coup aider l'un, un coup aider l'autre en fonction du hasard de tes objectifs. Bref, c'est fascinant, c'est hyper rare. J'ai vraiment vécu une expérience comme ça. Donc voilà, si vous avez beaucoup de patience et de la curiosité, c'est super plaisant aussi, hein, mais voilà, il faut le voir. Hégémonie, un jeu, tu sais, on parle toujours d'IMDb. Il y a un site qui s'appelle Board Game Geek, qui est le IMDb des jeux, où il a 8.4, alors ce qui est vraiment, vraiment dur à avoir. Donc voilà. Et puis, cerise sur le gâteau, on était pour jouer à jeu, chez un des créateurs d'un jeu à qui on a joué avec Baptiste, qui s'appelle Botanique, avec un K à la fin, Botanik, qui est un petit jeu à deux qui est hyper sympa et vraiment des mécanismes cool. Donc voilà, regardez Botanique, Tower Up, si vous voulez des jeux. D'ailleurs, il est vraiment très bien. Ouais, non, il est incroyable. Pour jouer à deux, c'est vraiment cool. Et c'est pile l'inverse. C'est un petit jeu tout simple où la mécanique, même si c'est simple, c'est pas répétitif. Bref, voilà. Donc, vous avez les deux extrêmes. Si vous êtes 2 et que vous avez une demi-heure, Botanique. Si vous êtes 4 et que vous avez 6 heures, Hégémonie. Et puis, volontiers, si vous faites une partie d'Hégémonie, parce que ça n'en fait pas tous les jours, malheureusement. Donc, je serais curieux de voir ce que vous avez compris. Nous, on a beaucoup discuté aussi après, parce que ça ouvre des discussions. Donc, c'est ça qui est fascinant. Bref, Hégémonie, avec un Y, si ça vous intéresse. Mike, on en fait un avec Ben la prochaine fois qu'on se voit? Ah oui, on prend 6 heures et on le fait. Très bien. Il faut être à combien, Ben? Alors, on peut jouer à 3, mais dans ce cas, tu n'as pas l'État.
Donc il faut juste un quatrième, on trouve Non, un mais on trouve quatrième. quelqu'un. Donc, l'une Ah de oui, nos compagnes ou Oui, ça, le c'est créateur du jeu ou juste un gars random dans la rue, on lui demande de venir jouer. Moi, j'aimerais bien, Vraiment oui, c'est vrai. Et c'est vrai que je volontiers, ouais. remarque, c'est vraiment cool de pouvoir utiliser ça et puis de faire des jeux. Finalement, ça occupe les soirées, mais ça te fait découvrir aussi d'autres facettes des personnes. Je pense que c'est une chose super cool. Oui, volontiers. Je le fais Oh, volontiers. alors Et on s'arrange, on rig le tirage au sort pour que Mike il soit la oh, la classe classe ouvrière. ouvrière. Ah, bien Ça lui sûr, avec fait grande joie. mec, Avec ça grande va joie. lui changer la vie, quoi. Ah, Ça ben va vous lui êtes vraiment changer la vie. méchant. Avec grande joie, la classe ouvrière. Et je vais lutter pour les droits. Bon, bah, tu fais plaisir. On termine avec une petite série. Oui, une petite série qui vient de commencer, qui est la série de Dune, Prophecy, qui a été faite par HBO. J'ai vu le premier épisode et mon Dieu, que c'est chaud. Alors, si vous avez vu Dune, j'espère que vous ne l'avez pas vu, mais regardez-le, Dune 1, Dune 2, et ça, c'est la série de Dune qui se passe 10 000 ans avant Dune 2, mais c'est complètement barge. Déjà, la première série, la première épisode était tellement fou que je me suis dit, waouh, vivement le deuxième, en plus fait par HBO, waouh. Je me demande même si ce n'est pas les mêmes réalisateurs qui ont fait Dune 2, parce que c'est tellement bien fait, tellement bien ficelé. En tout cas, bravo, ça semble vraiment bien fait. Et je pense que tu parles pour ça par rapport à la qualité de l'image et le truc. Et l'intrigue, tu dirais que c'est comment? Est-ce que c'est un peu à la Game of Thrones, un peu complexe? Non. Ou est-ce que c'est quand même un peu plus Non, simple? beaucoup plus simple, et plus à la Dune. Ça ressemble à Dune. En tout cas, moi, je n'ai jamais lu le livre, hein, mais c'est plus, ça ressemble au film. Ok. Et même les images ressemblent au film. Donc, Ouais. vraiment plus simple à comprendre, moins compliqué. Et donc, vraiment, j'ai bien aimé. Parce que Game of Thrones, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. D'ailleurs, 7,5 sur IMDb, donc pas si mal. accepté. Accepté. Pas, Oui, si oui, mal. non, C'est pas 8, mais c'est pas mal. exact. Voilà. Très bien. Et une citation pour finir. Voilà. Et puis, ben, voilà, je suis en train de continuer à lire le livre de Napoléon. Il fait 700 pages, désolé, je n'ai pas encore fini. Et le soir, je lis. Et franchement, le plus on lit sur Napoléon, le plus on aime le gaillard quand même. Et je dois dire, plus qu'on respecte ce qu'il a fait. Alors, pas tout bien fait, mais quand même, bravo. Et donc, une petite citation de Napoléon pour finir. En anglais. En anglais, oui, bien sûr. Oui, parce que je me suis dit, il n'y a personne qui donne des citations de Napoléon en anglais. Ben moi, oui, puisque vu que je dis En Corse, il faudrait les donner en Corse. En Corse. Alors, elle dit la chose suivante. The art of appointing men is not nearly so difficult as the art of allowing those appointed to attain their full worth. Et donc, ce qui me fait marrer, c'est que je vais traduire ça, donc ça sera plus du tout la citation de Napoléon. Non, je crois que j'ai trouvé quand même. L'art le plus difficile n'est pas de choisir les hommes, mais de donner aux hommes qu'on a choisis toute la valeur qu'ils peuvent avoir. C'était Ouais. bien ça? Ça, c'est ça, c'est censé être une citation de Napoléon, en tout cas. Ouais, à fond, hein. Moi, Mais c'est souvent ça, hein, dans les équipes, tu te rends compte Mhm. que, tu sais, c'est vrai cette idée que même pour nous aussi, hein, des fois, de savoir se dire: «Je suis pas au bon endroit, quoi». Je suis Mhm. pas, c'est pas un reflet de toi, mais c'est que des fois, bah, il faut pouvoir s'exprimer pleinement. Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? Pourquoi tu l'as choisi, Mike? Ouais, parce que je pense que c'est jamais seulement se dire, c'est le choix de la personne. C'est le choix de la personne au bon endroit. Ouais. Et une personne, elle peut être incroyable dans un endroit et pas du tout bien dans un autre. Et aussi, il faut se rendre compte de ça. Et quand tu lis autant d'humains que Napoléon, tu te rendais compte que c'était pas voilà, le choix des hommes, il dépendait de où ils étaient à un moment T aussi. Et qu'est-ce qu'ils faisaient. Et ça, je trouve intéressant à se dire. Aussi, quand on a des challenges de management ou autre, de se dire, ben voilà, où est-ce que je pourrais mettre la personne? Souvent, on se dit, non, cette personne, elle va dans ce carré parce qu'on a toujours voulu la mettre dans ce carré. Et avec le temps, se poser la question, non, mais peut-être qu'on devrait la mettre dans un autre carré. Dans quel carré elle pourrait bien mieux fonctionner? Voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'on engage souvent une personne pour faire un rôle. Donc, on n'a pas envie que la personne, elle aille dans un autre rôle puisqu'on l'a engagée pour ce rôle-là. Ouais, puis d'être capable de voir où elle est, Oui, c'est là le c'est secret. difficile. Mais comme les C'est grands difficile. coachs sportifs, Oui, enfin, avec les équipes et oui, ça, c'est de comprendre, et c'est facile à dire, mais ouais, c'est très vraiment, dur à faire. très, très dur à faire. Donc c'est un bon conseil de Napoléon qu'on espère avoir dans Légende prochainement. Non, en tout cas, On va y excellent.
Mais oui, bon, écoute, tout est possible. Bon, merci à tout le monde d'avoir été avec nous. Ça nous fait toujours très plaisir et on se retrouve dans 2 semaines. Si entre-temps, vous voulez passer dans notre groupe, Signal, qui est juste comme on l'aime, pas trop ni pas assez de choses qui s'y passent, ben, envoyez-nous un petit mot, info@deeptech.com et on vous balance le lien. Allez, à tout bientôt.